Good morning everybody. Le docteur Andoredotto depuis les cours du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous n'avez de cesse de rechercher l'éternel. Nous sommes arrivés à ce point au 9e commandement, c'est-à-dire « Tu ne porteras point de faux témoignages » ou, plus simplement, « Tu ne mentiras point ». Évidemment, le mensonge, c'est probablement le péché le plus répandu. Ça arrive à tout le monde, c'est arrivé à tout le monde. Il arrive à chacun de nous, il est arrivé au moins, au bas mot, une fois, ou alors 1 millier de fois, de dire un mensonge, soit pour nous protéger, soit pour nous couvrir, mentir sur l'heure d'arriver au boulot, mentir sur des choses qu'on a faites, ou alors tout simplement omettre de dire un fait, de mentionner un fait, ce qui correspond aussi à un mensonge carrément. Et justement, c'est probablement le péché mignon, pas le péché mignon, désolé, autant pour moi, c'est le péché le plus répandu, le plus commis au quotidien. Et même si parfois, la plupart de ces péchés-là en général, pas la plupart, mais un grand nombre de ces mensonges-là sont bénins, en ceci que les répercussions ne sont pas nécessairement dramatiques, ni pour l'individu, ni pour les autres surtout, parce qu'après on verra qu'en fait, pour l'individu, c'est-à-dire l'auteur du mensonge, les répercussions, ils sont toujours, et elles peuvent être justement dramatiques. Donc, même si très souvent ces mensonges sont de nature bénigne, ils ne sont pas si méchants que ça, il n'en demeure pas moins qu'en fait, nous trouvons à devoir mentir pour protéger notre ego. Tout simplement pour protéger notre ego. On ne voudrait pas se trouver dans une position de faiblesse, on voudrait conserver la face, sembler quelqu'un parfois de noble, même si on ne l'est pas nécessairement. On a peur de ce que pourraient penser, de l'image que les autres pourraient avoir de nous. Et du coup, on se dit, autant dire un mensonge. On essaie de camoufler des incompétences ou bien des bêtises qu'on a faites. Et on se retrouve justement à déguiser la vérité, à mentir, à la cacher complètement. Donc à la base, c'est essentiellement pour protéger l'ego. Il se trouve cependant que, quel que soit le mensonge, il est toujours préférable de ne pas le faire. Il est toujours préférable de l'éviter. Et évidemment, en ce qui concerne ce péché aussi, il y a différentes catégories, de différents niveaux, depuis les mensonges les plus banaux, les plus simples, jusqu'à ceux les plus terribles. Les plus terribles qui sont ceux en général qui sont commis par les personnes dont on s'attendrait le moins qu'elles soient capables de telles choses. Je pense notamment ici aux universitaires. Je ne vais pas dire les politiciens, en réalité, c'est presque tout le monde qui sait parfaitement à quel point ils sont menteurs, même si en fait ils passent carrément pour autre que ça. En général, les politiciens se réclament d'une certaine dignité, d'une certaine noblesse qui en réalité qu'ils n'ont pas. Mais les pires des menteurs, c'est justement pas ceux qui mentent le plus, mais qui ont des mensonges dont les répercussions sont en général dramatiques pour la société, pour l'humanité, et notamment les universitaires, c'est-à-dire les intellectuels. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce sont des personnes dont les mensonges, en réalité, ont la puissance, la capacité de nous maintenir dans des chaînes qui, après, pour être brisées, requiert carrément des périodes de temps très longues, des années, des siècles, des siècles. Il suffit de penser par exemple au fait des mensonges qui ont réussi à être placés par les intellectuels, notamment dans le secteur de la finance, avec Adam Smith par exemple. C'était des intellectuels évidemment, ils ont placé des mensonges terribles qui aujourd'hui encore maintiennent l'humanité entière dans des carcans dont ils auront de grandes peines à se défaire. En réalité, c'est la majorité des humains qui ne réussiront jamais à se défaire de ces carcans-là.
Et ça, ce n'est pas pour ne citer que cela. À côté, vous avez les idéateurs, les auteurs de certaines idéologies simplement mortifères qui, justement, à travers le mensonge, en sont arrivés à faire commettre à l'humanité des atrocités simplement innommables, des atrocités innommables, autant pour moi. Mais là, c'est une extrémité, c'est une extrémité, c'est l'autre extrémité. À l'autre bout, c'est-à-dire concernant les mensonges bénins, il y a par exemple les tout petits, le petit enfant que vous, que vous surprenez pratiquement avec, juste devant le frigo, qui est à moitié fermé, la bouche toute enduite de marmelade, qui réussit à vous dire qu'il n'a jamais touché au pot de marmelade et qui vous le dit avec une relative sérénité, les futurs menteurs, les futurs politiciens. Et ce sont des mensonges, évidemment, dans ces années-là, à cet âge-là, il faudrait être un abruti de la pire espèce pour se dire, et c'est ce que sont les extrémistes, pour se dire « Ah, toi, t'as 4 ans, tu viens de dire un mensonge. Eh ben là, je crois que punition, on va te couper la langue. » J'espère vivement qu'il n'y a pas des personnes, il y a des extrémistes qui en soient vraiment capables. J'espère vraiment, mais vous savez, avec les humains, il faut s'attendre à tout. Donc, il y a des mensonges qui sont vraiment, qui sont bénins, qui sont... ces mensonges-là, il est clair qu'on va dire quoi? On va dire qu'ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas, non seulement parce que justement c'est une phase d'apprentissage, mais les effets sur le petit enfant même sont nuls, parce qu'il n'a pas encore la capacité d'élaborer, d'un point de vue cognitif, justement, l'infraction que représente le mensonge. Et à côté, il y a d'autres mensonges. À partir de quand le mensonge pourrait être-t-il, disons, réussi à avoir un impact sur l'individu? À partir du moment où il a déjà des responsabilités, on va dire quoi, l'entrée dans l'âge pubère, c'est-à-dire cette période de passage de l'adolescence à l'âge adulte, plus ou moins, où l'individu sait déjà, et a la capacité, du moins ceux qui ont eu le privilège de ne pas être abrutis par la télévision, lorsque le jeune adolescent, la jeune adolescente commence à percevoir nettement ce que représentent les choses qu'elle dit, qu'il ou elle dit, comment ça peut impacter la société. Et à ce point, c'est clair que c'est encore une petite zone de pénombre, mais les responsabilités, disons, peuvent déjà être établies non seulement à l'extérieur de l'individu, mais aussi dans le plus profond de son être. Mais avant de voir quelles pourraient être les différentes déclinaisons de mensonges auxquelles nous avons affaire au quotidien, celles dont évidemment je saurais élaborer comme ça, vu que à la levée, à main levée comme ça, vu qu'il ne s'agit pas là d'une vidéo scriptée. Voyons déjà pourquoi il est préférable de ne pas mentir. Pourquoi l'Éternel exhorte les personnes à ne pas mentir. Vous savez, l'un des préjugés, bien l'une des idées les plus répandues, faussement répandues, des idées fausses évidemment, c'est le fait qu'on se dise qu'en fait, tant que personne n'a établi votre mensonge, vous réussissez à l'échapper belle, dans le sens que vous n'aurez à faire face à aucune répercussion. Tant qu'on ne vous a pas pris, vous êtes peinard, vous n'avez pas de problème, vous n'avez de compte à rendre à personne. De toute façon, vous n'avez pas été pris en flagrant et personne n'a les preuves pour le démontrer. Là, ce sont les avocats, les experts, ces petits, ces menteurs professionnels. Mais évidemment, c'est faux. Détrompez-vous, mes chers amis. On se dit en général que si personne ne nous a vus ou si personne ne s'est rendu compte de notre mensonge, alors on est bon, on n'a pas de problème. Déjà que chacun de nous, ou du moins les croyants, savent assez bien que lorsqu'arrive le moment du jugement pour la personne, il va falloir rendre compte même de ces mensonges-là. Et les croyants savent assez bien, assez clairement qu'ils ne sauraient mentir à l'Éternel. C'est établi, tout ce qu'ont été vos actions, vos paroles et vos pensées sont là dans votre
dans l'arbre de vie, dans le livre de vie, ou dans l'arbre de vie, qui en réalité est une sorte de champ électromagnétique qui se trouve autour de l'individu. Vous savez, comme je vous l'ai dit à maintes reprises et plusieurs fois, chaque être humain est artisan de son propre salut. Ça signifie aussi que quelles que soient vos actions, vos pensées, vos paroles, elles déterminent justement des taux vibratoires ou bien des traces qui s'inscrivent dans votre champ électromagnétique. Donc lorsque le moment arrive de juger les personnes, il suffira simplement de donner un coup d'œil et de voir que là, mensonge, c'est quelque chose de mathématique une fois que vous êtes de l'autre côté. Mais d'un point de vue, disons, restant sur ce plan de matérialité, à ce degré, à cette échelle de perception, il faut savoir que lorsque vous avez dit, chaque fois que vous dites un mensonge, vous ne vous en rendez pas compte, même si les autres ne savent pas, même si les autres vous croient, en réalité, il y a toujours quelque chose qui se produit en vous d'un point de vue endocrinologique, c'est-à-dire d'un point de vue du fonctionnement de vos hormones. Ça vous fait libérer une certaine dose de cortisol, en fait, l'hormone du stress. Et pas que. À côté, il y a aussi une autre glande qui se trouve, je crois, au niveau du plexus solaire. Ça devrait être de thymus, something like that, qui sécrète aussi une autre hormone qui est délétère à chaque fois que vous dites un mensonge. Ce n'est pas un hasard si, lorsque vous dites un mensonge, il y a le cœur qui se met à battre un peu plus vite. Vous avez des sueurs froides. Évidemment, il y en a qui réussissent, qui sont tellement entraînés qu'ils réussissent à maîtriser tous ces manifestations, ces symptômes physiologiques qui indiquent le mensonge, que ce soit la direction du regard ou bien un mouvement répétitif. Il y en a qui ont l'art justement de maîtriser ces indicateurs, ces signaux physiologiques-là, messieurs les avocats et les magistrats. Mais il n'en demeure pas moins que vous déclenchez une réaction délétère, une réaction destructrice qui s'en va, dans une certaine mesure, troubler l'équilibre de votre être, l'équilibre profond de votre être. Donc, que les personnes soient conscientes ou non de vos mensonges, après, lorsque vous choisissez de mentir, il y a toujours une répercussion qui évite, ce n'est qu'une petite dose, évidemment, mais ça fait quand même quelque chose, ça détruit un peu votre organisme. Il est clair que la dose de poison sous forme d'hormones de stress que vous relâchez comme ça dans votre système n'est pas la même que celle qui est relâchée, par exemple, lorsque vous commettez des actes plus ignobles, tels que, par exemple, nourrir, attiser de la haine dans votre cœur. Dans ces cas-là, c'est encore plus grave. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des effets, vous libérez quand même une certaine dose de poison. Ce sont là ce qu'on pourrait appeler les effets immédiats de vos mensonges. Ce sont les effets immédiats qui, évidemment, ne sont pas perceptibles ni par l'individu lui-même, et encore moins par la société, par les personnes qui l'entourent. Et même sur la longue, ces effets immédiats-là ne peuvent pas nécessairement réussir à être cumulés au point, je veux dire l'impact sur l'organisme de l'individu, au point d'avoir une manifestation externe qui soit très visible et, disons, catastrophique. Et c'est pour cette raison que certaines personnes, les politiciens notamment, peuvent mentir toute une vie sans pour autant s'en porter mal, sans avoir à se demander peut-être que ce mal, cette douleur que je ressens dans les viscères, peut-être que c'est lié à cette vie de mensonge que j'ai eue. Par contre, à côté de ces effets physiologiques qui, en général, sont immédiats, qui sont cumulatifs, il y a d'autres effets qui sont fonction des répercussions des mensonges que vous avez choisi de dire, de prononcer. Des répercussions, évidemment, qui, là encore, quoique mathématiques, quoique certaines, ne se font pas
ou je veux dire, parlant en termes de châtiment évidemment, ne sont pas nécessairement administrés à l'individu du temps de son vivant. Ça peut être une fois qu'il est passé de vie à trépas. Et là, c'est fonction de l'impact qu'a eu un mensonge sur le prochain, sur autrui. On prendra quel exemple, par exemple, désolé pour la répétition, un exemple banal, l'avocat. L'avocat, c'est requins, c'est rapaces qui sont prêts à tout pour du fric, qui a le courage de défendre, de mentir pour un client pédophile, de le faire libérer. Et de voir après ce client-là récidiver, c'est-à-dire détruire encore l'innocence des jeunes enfants. Et dites-vous bien que même si le châtiment, la répercussion est assumé principalement par l'auteur de ces actes-là, l'avocat en lui-même, il a une part de responsabilité. Il a définitivement une part de responsabilité. Ou alors, le président d'un État qui, comme ça, qui a la témérité de dire au monde qu'il y a une certaine communauté, un certain pays qui détiendrait des armes atomiques, qui serait prêt, que cette communauté, cet État-là serait sur le point d'utiliser contre la soi-disant démocratie, et ci et ça, simplement pour se trouver des prétextes pour aller massacrer des familles, des enfants, comme ça, pour des intérêts économiques. Évidemment, c'est un mensonge dont les répercussions sont simplement catastrophiques pour la société. Lesquels mensonges, après, détermineront pour cet individu-là des peines que nous ne pouvons que commencer à imaginer, et principalement après, une fois que l'individu est passé de vie à trépas, puisqu'en général, ces individus-là qui réussissent à se trouver dans des positions où leurs mensonges déterminent des atrocités sur grande échelle, en général, ce sont des individus, ce sont les élus du Seigneur ténébreux, ce sont les élus d'Iblis, de Lucifer, qui sont là justement pour faire avancer à l'échelle collective et de façon massive les plans ténébreux de Lucifer. Et ne vous en faites pas, ces individus-là auront absolument le châtiment qu'ils méritent. Il faut savoir que ce que nous, très souvent, nous désignons comme le karma, en réalité, est simplement la justice divine. C'est tout simplement la justice divine qui est simplement qu'on ne peut pas contourner. Il est simplement impossible de la contourner. Que ce soit dans cette vie ou dans l'autre, après, on est toujours confronté aux conséquences des choix que nous avons faits. Alors parfois, ce choix-là, ça peut être le choix de mentir. Et de mentir, et justement, suivant le pouvoir que vous avez, suivant la position sociale que vous avez, vos mensonges peuvent avoir des implications dramatiques pour les uns et les autres. Toujours est-il qu'après, lorsque toutes les responsabilités sont établies, et elles le sont, de l'autre côté, ils en ont les moyens, il faut assumer. Il est toujours préférable d'éviter de dire un mensonge. Prenons par exemple, vous allez dire, peut-être comment ça éviter de mentir, vu que très souvent on dit un mensonge comme ça, sous le feu de l'action, ou bien de la situation quelque peu embarrassante qui peut se créer. Mais c'est aussi une affaire de discipline. Tenez par exemple, plutôt que d'arriver en retard à chaque fois et de prétendre, de se mettre à dire ah non, en fait il y avait des feux de circulation, je me suis pris, il y avait des bouchons, ou alors d'autres mensonges à la maison, c'est pas si, c'est le bordel, j'ai pas pu, j'ai ci, j'ai ça. Il est nettement préférable d'apprendre à s'imposer une certaine discipline qui vous permettront de ne pas mentir, c'est-à-dire arriver par exemple à l'heure, tout simplement. Évidemment, c'est l'exemple le plus banal, mais il y a de nombreux autres cas de figure que chacun de vous peut justement utiliser, à travers lesquels chacun de vous peut voir qu'en réalité, avec un peu d'entraînement, on réussit à non seulement prendre l'habitude de préférer la vérité,
et renonçant ainsi à son ego. Je crois aussi que c'est surtout un travail de travail sur l'ego, parce que lorsque vous en arrivez à comprendre qu'en fait, votre ego vous manipule de nombreuses façons, lorsque vous en arrivez à comprendre que vous avez le devoir de crucifier votre ego au nom de la vérité, au nom de la justice, petit à petit, lorsque vous apprenez à le faire, vous ne craignez que très peu de choses, vous ne craignez pratiquement plus rien. Vous en arrivez à un point où vous dites les choses exactement comme elles sont, et parce que vous êtes prêt, vous êtes disposé à assumer les conséquences, par exemple, de vos erreurs ou bien de vos fautes. Donc, lorsque vous apprenez à renoncer à votre ego, il vous est d'autant plus facile après de dire la vérité, de ne dire que la vérité. Un autre point très intéressant concernant le mensonge, et c'est un thème que par le passé j'ai eu à traiter dans une autre vidéo il y a très longtemps, j'espère qu'elle est encore accessible, c'est qui de l'homme et de la femme, qui de l'androphore et de la gynophore ment le plus. Surtout en cette époque-ci. On pourrait dire que par le passé, ou bien d'un point de vue de notre constitution, de nos capacités cognitives, tant l'homme que la femme peuvent être intelligents au même niveau. La seule différence est surtout la motivation, la puissance disponible. Disons que d'un point de vue cognitif, tant l'homme que la femme se trouvent à un point d'égalité en termes de mensonges. C'est-à-dire que les mêmes situations dans lesquelles un homme ou bien une femme aurait besoin de mentir pour protéger son ego, tant l'homme que la femme ferait en général exactement la même chose, d'un point de vue, disons, de la constitution cognitive des individus. Donc si on doit considérer simplement l'homme et la femme d'un point de vue de ce qu'ils sont, de leur constitution physiologique, on va dire que tant l'un que l'autre, ils montent au même niveau, au même degré. Ces deux humains, de même qu'ils ont la capacité à être affectueux, la capacité à éprouver des émotions, la joie, la colère, la tristesse, le spleen, l'idéal, autre chose du genre, ils ont la même capacité à préférer de mentir pour protéger l'ego. Maintenant, où se trouve la vraie distinction? Où est-ce que, à quel moment, ou alors à partir d'où il s'établit une nette différence qui permettrait de dire clairement que de l'homme et de la femme, c'est peut-être l'homme ou c'est la femme qui ment sans aucun doute le plus. Eh bien, mes chers amis, nous allons démontrer la chose mathématiquement. Littéralement mathématiquement, autant pour moi. Alors, et là, c'est lié à l'apparence, au syndrome d'Astarté. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse pour dire à Casa Major, déjà merci pour l'appui, le soutien qu'il m'avait apporté, et je suis encore en train de préparer ce fameux documentaire. Malheureusement, je n'ai pas pu le livrer quand j'aurais espéré dans les temps. Mais je suis encore en train d'y travailler. Je n'y ai absolument pas renoncé. Je m'excuse, j'en profite aussi pour m'excuser, pas seulement auprès de Casa Major, mais auprès de tous les protecteurs et les résidents de la commune de Conceion. J'y travaille vraiment. Je vais essayer d'y dédier un peu plus de temps. Mais au moins, rassurez-vous, le projet, il tient toujours, il tient encore. Et disons que même pour le moment, je préfère ne plus annoncer de date pour ne pas courir le risque justement qu'il arrive d'autres imprévus qui me retardent encore. Mais j'y travaille, je vous promets que j'y travaille. Fermons la parenthèse. Donc, de l'homme et de la femme, c'est justement la femme, la gynophore, qui ment le plus. Avant que les personnes ne commencent à essayer de me lapider ou à dire « doctorande, mais vous dites ça parce que vous n'aimez pas les femmes », considérons des faits que chacun de nous peut vérifier. Et c'est une chose, c'est l'un des points sur lesquels j'insiste toujours. Les démonstrations que je fais en général
sont des démonstrations, on va dire quoi, sociologiques, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que chacun de vous est capable de reproduire des observations que chacun de vous peut faire autour de vous, si tant est que vous êtes disposé justement à ouvrir les yeux ou bien à vous débarrasser de vos œillères. Donc, considérons l'aspect physique des androphores et des gynophores. Il faut considérer qu'à partir du moment où vous choisissez de mettre un masque, c'est que vous avez choisi de mentir sur ce qu'est vraiment l'aspect de votre visage. Nous tous, nous connaissons parfaitement des individus, des gynophores en général, qui sont simplement incapables de mettre le pied dehors sans leur make-up. Ah oui, et vous pouvez vous promener sur la toile, c'est une chose qui permet de changer complètement et drastiquement, radicalement, l'apparence physique d'une personne. Donc si une mémé de 80 ans, de 90 ans se fait un beau make-up, elle projette l'image d'une dame de 40 ans et puis elle va comme ça dans les rues, toute fière, toute contente de l'image qu'elle projette. Eh bien, c'est une menteuse. Elle est en train de mentir sur ce qu'elle est vraiment. Ah oui, absolument, vous ne pouvez pas prétendre qu'il ne s'agit pas là de mensonge. C'est un mensonge, parce que l'image qu'elle présente n'est pas son image, ce n'est pas l'aspect véritable de son visage. C'est un mensonge. Et là, les exemples peuvent être multipliés. La longueur des cheveux avec des extensions capillaires. Qui sont ces personnes qui, la plupart du temps, utilisent ces extensions capillaires pour mentir sur leurs cheveux, pas les androphores. Qui sont ces personnes qui doivent recourir à des ongles artificiels pour mentir sur l'aspect ou la longueur de leurs ongles. Qui sont ces personnes qui, la plupart du temps, on arrive à utiliser, à recourir à des types de chaussures pour sembler avoir une certaine taille. Qui sont ces personnes? Et évidemment, je sais parfaitement que de plus en plus, malheureusement, hélas, on rencontre des androphores qui sont devenus de telles mauviettes qu'ils s'en trouvent, qu'ils acceptent, qu'ils embrassent justement là, ces conneries que représentent les make-up, et qu'ils le font aussi, qui se maquillent, qui font des choses, bref. Mais il n'en demeure pas moins que les gynophores restent de façon prépondérante celles qui y recourent à ces cosmétiques, à tous ces procédés mensongers concernant leur apparence. Qui sont les premiers clients des chirurgiens esthétiques? Qui sont les personnes qui, la plupart du temps, se font des opérations pour modifier leur nez, leur menton, leur fourchette, leur B mineur, leur B majeur, et etc., etc. Ce sont les femmes, ce sont les gynophores. Donc, il n'est que légitime que de prétendre que justement, si vous considérez cet aspect-là, l'apparence physique, là, il est assez évident que de l'homme et de la femme, ce sont les femmes qui mentent le plus. Exactement. Donc, aux mensonges qu'elles sont capables de dire verbalement comme ça, il y a des mensonges, il faut aussi ajouter les nombreux mensonges qu'elles profèrent à travers leur langage corporel, à travers leur apparence physique. Ah oui, mes chers amis, et au final, ce sont des mensonges dont les effets sont littéralement dévastateurs. Dévastateurs. Mais oui, absolument. Absolument. Elles mentent carrément sur ce qu'elles sont. Et justement, dans ces mensonges-là, ce sont des mensonges qui ne sont pas anodins. Il ne s'agit pas tout simplement de prendre soin de soi. Il s'agit de projeter une apparence qui a un impact sur les capacités cognitives des androphores. Et c'est une chose que très peu de personnes ont le courage de dire, mais en réalité, c'est l'aspect physique, c'est-à-dire cette façon de se présenter comme des poufias, on dirait en fait. Ce sont les poufias. Il fut un temps, c'était les poufias justement qui adoptaient cette apparence-là, du rouge à lèvres, des jupes sexy et tout, des clivages à tout bout de champ, à la tout va.
Mais ces choix vestimentaires, en réalité, ont un impact psychologique, ont un impact déstabilisateur sur les hommes, d'un point de vue cognitif. Ce sont les sociétés les plus... une société est bien folle que d'accepter, que de permettre, par exemple, que les androphores et les gynophores étudient dans des mêmes salles de classe. Il faut être fou pour le permettre. Oui, vous allez me dire, c'est la norme aujourd'hui dans la plupart des pays, exactement parce que dans la plupart des pays aujourd'hui, c'est le modernisme qui est la norme, c'est le luciférianisme, c'est le satanisme qui est la norme. Les androphores et les gynophores ne devraient pas se trouver à devoir étudier dans des mêmes salles. Parce que, pour autant qu'un androphore veuille se concentrer sur ce qu'il fait, il ne pourra vraiment jamais y arriver du simple fait de la présence des gynophores. Elles ne feront rien, peut-être qu'elles seront même voilées, mais elles sont là. Nous sommes des mammifères, leurs organismes dégagent des phéromones qui iront justement à n'importe quel moment exciter, solliciter les bas instincts de l'androphore, sans qu'ils ne le veuillent même. Et là, à plus forte raison, imaginez lorsqu'il s'agit d'androphores qui sont vêtus comme des poufias. Vous savez, très souvent, ils utilisent cette expression, ils disent si les hommes sont incapables de se maîtriser, c'est simplement parce que ce sont des porcs, moi je suis libre de m'habiller comme je veux, moi je n'ai absolument rien à me reprocher s'ils choisissent de nourrir des fantasmes de si. Mais non, mes chers amis, bien, elles ont beaucoup à se reprocher, absolument et absolument. En ceci que cet habillement-là, lorsque vous marchez dans la rue par exemple, il y a des images qui s'imposent à votre regard. Évidemment, il est toujours possible, surtout pour ceux qui ont réussi à s'entraîner, il est possible d'essayer de neutraliser immédiatement cette image-là, mais ce n'est pas toujours évident pour la plupart des humains. En attendant, il est important de faire comprendre, d'exprimer ce reproche à l'égard de ces dames qui choisissent de s'habiller, de se vêtir comme des poufias. Et pourtant, on sait qu'elles n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin de s'habiller comme des poufias pour aller au boulot. Elles n'ont pas besoin de s'habiller comme des poufias pour être des personnes intelligentes, pour écrire. Absolument pas. Mais elles le font quand même. Faites donc un tour sur les réseaux sociaux. La plupart de ces influenceuses, en réalité, ne comptent que sur leur charme, leur apparence physique, leur B mineur notamment, pour se faire de l'audience. Certainement pas sur leur réflexion, mais non, absolument pas. Si les gynophores devaient compter sur leur capacité à élaborer l'information, ou bien sur leur réflexion, je vous garantis qu'au bout de 2 secondes, on s'ennuierait. Tout le monde s'ennuierait. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Bon, mais ne digressons pas de beaucoup. Et on parlait de mensonges, et justement, cette façon de s'habiller, cette façon de se présenter au monde, cette façon d'exposer leur corps, ce sont en général, ce sont des mensonges. Se refaire les seins, se refaire les faits, les B mineurs, les B majeurs, se refaire les lèvres, ce sont autant de mensonges dont les conséquences sont certes très subtiles, mais quand même catastrophiques. Combien, vous vous rappelez, il y a cette information, c'était ici le tort serait on blâmerait justement la maison de publicité ou l'agence publicitaire qui avait fait cela, mais il s'agissait d'une affiche justement d'une gynophore avec le clivage exposé comme ça qui fut posée, je crois, sur une autoroute, dessus d'une autoroute en Russie. Et bizarrement, ils ont remarqué qu'à cet endroit-là, le taux d'accident avait doublé, triplé, comme ça, à cause de cette image-là. Absolument, absolument. Et n'allez surtout pas blâmer les androphores du fait qu'ils n'avaient qu'à ne pas regarder. Non, c'est un réflexe que de porter le regard, principalement chez les androphores. On dit souvent que les androphores sont visuels, ce sont certainement plus visuels. Pas pour dire que les gynophores ne le sont pas, mais chez les androphores, ils le sont davantage. Pourquoi? Parce que un individu qui a la charge de protéger, par exemple, son clan, des petits dômes, il a les réflexes plus développés, il est plus alerte. Il est plus alerte parce qu'il faut qu'il soit à tout moment conscient, capable de percevoir les éventuels dangers autour de soi. Donc on n'allait surtout pas blâmer les androphores pour cela, du fait qu'ils regardent. Ce sont les gynophores. Bon, bref.
C'était là une façon de démontrer justement que, sans aucun doute, les gynophores mentent de loin plus que les ontophores. Après, de mensonges qui ne semblent pas tels, qui semblent ne pas en être, ou bien dont on n'a pas nécessairement conscience et dont les répercussions sont pourtant dévastatrices, nombreuses dévastatrices. Il y en a, en veux-tu, en voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Qu'il s'agisse de l'industriel qui est capable de mentir à des agriculteurs sur les effets réels des produits, des engrais qu'il vend, qu'il s'agisse de l'entreprise pharmaceutique qui ne dévoile pas le contenu des vaccins qu'elle essaye de faire administrer à la population, qu'il s'agisse du lobbyiste qui essaye d'atermoyer ou bien de dissimuler les vrais effets de certains produits qui se retrouvent dans nos aliments. C'est là autant de personnes qu'on ne connaît pas toujours, qui sont même en général invisibles, mais qui, du fait de leur cupidité, s'en trouvent à permettre des mensonges dont les conséquences sont terribles, sont littéralement terribles. Ouais, notamment dans le domaine de la publicité. Vous savez, il fut un temps, à l'époque, je crois, avant que la société n'arrive à imposer aux maisons de fabrication de tabac, de déclarer justement les vrais effets de cette substance-là, c'est des vrais effets du tabac sur la santé, des cigarettes notamment. Ben, les gars, ils en faisaient la publicité. Il a fallu de longues luttes pendant longtemps pour justement réussir à imposer cela, parce qu'il y en avait qui réussissaient justement à avoir la témérité de se placer comme ça devant des populations et de leur dire que non, ne vous en faites pas, la cigarette n'a pas d'effet négatif pour la santé, tout comme il y en a aujourd'hui encore. Il y a beaucoup d'individus, et là on va penser aussi aux politiciens qui sont capables de se placer là devant vous, de raconter des conneries. Vous voyez. Il y en a par exemple un qui est simplement légendaire, c'est-à-dire cet abruti, comment il s'appelle, Bernard-Henri Lévy. Vous vous rappelez les nombreux reportages par exemple avec le cas de la Libye, avec justement le Sarkozy. Des gens qui ont, simplement parce qu'ils servaient des intérêts d'oligarques, ont trouvé en eux la force, mais ici c'est plus que de la force, mais c'est un sadisme, une cruauté qui sont simplement sataniques. C'est-à-dire, ils ont réussi à faire un lavage de cerveau aux masses. Malheureusement, les masses auront aussi leur part de responsabilité, parce aujourd'hui, il est assez simple, il est absolument possible pour chaque individu qui le veuille bien, qui ait assez de calopistie, d'établir les mensonges de ces politiciens-là. Ils ont eu en eux assez de sadisme pour encourager, pour solliciter, pour revendiquer carrément l'intervention des forces armées de l'ONU, une force luciférienne évidemment, qui sont après allés en Libye et qui ont semé un bordel qui jusqu'aujourd'hui encore, à moi personnellement, me donne une peine que vous ne saurez imaginer. C'est-à-dire, Kadhafi, peu importe si ce n'était qu'un sosie qu'on a battu ou bien vraiment lui, et j'espère que s'il est de l'autre côté, puisse son âme reposer en paix. Il avait une belle vision de son pays. Ce qu'il faisait déjà pour son pays était simplement magnifique. Et j'aime parfois, avec des amis, lorsqu'on discute, à mentionner le fait que avant qu'il ne détruise la Libye, il était assez difficile de rencontrer des Libyens à l'étranger. Parce que les gars, ils avaient de l'électricité, de l'eau courante gratuitement, payée par l'État. Et lorsque vous décidiez de vous marier, de fonder une famille, c'est-à-dire de servir le plan de l'Éternel de Allah, le gouvernement vous encourageait en vous offrant, en contribuant justement à l'acquisition d'une terre, à la construction de votre demeure. Et c'était simplement magnifique. Et il avait cette vision pour toute l'Afrique. Mais M. Sarkozy
ce prêtre sataniste, avec l'un de ses, ils ont usé de toute leur capacité rhétorique, c'est-à-dire de mensonge, avec ce Bernard-Henri Lévy. Puisse l'Éternel les damner, et avec toute leur compagnie, pour imposer justement une intervention là-bas en Libye. Ils ont tout détruit. Il ne reste plus. Après l'intervention en Libye, c'est à ce moment qu'on a commencé à voir des Libyens un peu de partout dans le monde. Et j'en ai encore le cœur brisé. Bon, mais c'est une douleur qu'on devra encore vivre sans aucun doute pendant un certain bout de temps, jusqu'à ce que toutes ces forces ténébreuses finissent par se détruire d'elles-mêmes. Mais la chose arrivera. Ces crimes-là ne resteront absolument pas impunis. Donc ils ont usé de leur rhétorique, ils ont usé de mensonges, et là justement, dites-vous bien que ce sont des mensonges qui n'en ont pas l'air. Ils sont dans du bling-bling, je place devant les médias. Et évidemment, parlant de mensonges, il y a aussi ces médias qui relaient ces informations mensongères. Ces personnes auront aussi, une grande leur part de châtiment dans le sort, dans ce qui est arrivé en Libye, que ce soit en termes de massacre, de mort, de destruction. Toutes ces personnes-là, évidemment, il y en a beaucoup et vous verrez en cela l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'âmes qui se retrouvent parfois en enfer n'ont pas nécessairement conscience de ce qui leur arrive. Elles souffrent atrocement, mais elles ont de la peine à établir les connexions. Ce sont ces âmes de ces journalistes-là qui, depuis des plateaux feutrés, très beaux, très chics, très bling, relaient des mensonges dont les conséquences après sont terribles. C'est-à-dire, après, quand je dis des conséquences terribles, ce n'est pas une hyperbole. Il y a des morts d'innocents. Il y a des pères qui meurent, des mères qui meurent. Il y a des familles entières qui se retrouvent à devenir des enfants qui deviennent des orphelins du jour au lendemain. Et pourtant, ils vivaient en paix. Mais non, Bernard-Henri Lévy n'a trouvé rien de mal à élaborer des mensonges qu'il a répétés encore et encore. Et les masses, évidemment, ont embrassé, accepté ces mensonges-là, et ce qui a débouché après au massacre de nombreuses personnes. Le sang de ces personnes-là, évidemment, retombera sur tous ces menteurs, sur tout ce système. Et les conséquences, oui, mes chers amis, seront terribles. Leur châtiment. Bref. Concernant le mensonge, il y aurait encore beaucoup à dire. Bon, on le fera encore au fur et à mesure, et aussi avec vos commentaires. Et là, il faudrait que je boucle absolument cette série sur les 10 commandements. Et pour commencer, si possible, à toucher d'autres thèmes un peu plus chauds, un peu plus actuels. Bref, une fois de plus, je remercie tous les protecteurs de la commune de Conseillon, tous les résidents. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre présence. Puisse l'Éternel vous couvrir de l'ombre de sa main, vous accompagner. Puisse la force être avec vous. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.